Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de sélection animale. On va le faire surtout au travers de la race Pinoir parce que on va être sur la période 1975 et sur cette période-là, c'est le début d'une sorte de révolution, c'est-à-dire le changement d'orientation et surtout l'entrée de sang américain et canadien qui va changer pour les 3 décennies suivantes pas mal les choses. On l'a déjà évoqué, mais c'est certain que le revenu des éleveurs dépend pour partie du revenu laitier et notamment des progrès qui ont pu être faits dans le domaine de l'alimentation, mais aussi et presque surtout dans le domaine de la génétique bovine laitière. Donc c'est ce sujet-là que l'on va traiter. Donc je le disais au travers de la race Pinoir. Je vais le faire grâce à l'entretien que j'ai pu avoir avec Jean-Jacques Pierron, qui fut un technicien de la génétique depuis cette période, 1975, pointeur dans les différentes espèces, animateur des techniciens du centre d'insémination de Vosges et Haute-Marne, et puis aussi, il faut bien le dire, la cheville ouvrière d'Eurogénétique avec Pierre Morel. Avant de donner la parole à Jean-Jacques Pierron, je voudrais revenir sur un point qui est important parce qu'on parle régulièrement de pie rouge, de pie noir. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire, le mot pie? Eh bien, justement, je l'ai recherché. Et en fait, la définition que l'on en donne, c'est la robe d'un animal, d'ailleurs, ou cheval ou bovin, qui a 2 couleurs séparées, donc le blanc associé à du rouge ou le blanc associé à du noir. Donc cette appellation vaut également dans les espèces équines. Donc je vais laisser la parole à Jean-Jacques Pierron et donc on le fera après cette petite virgule. Bon, alors les différents critères qui sont sur ce document, qui étaient utilisés par les inséminateurs et contrôleurs laitiers de l'époque, figurent les références des meilleurs taureaux dans les différentes races, Primoolsten, Montbéliarde, Simmental, sachant que, comme je dis Primoolsten à l'époque, en 1975 par exemple, eh bien, la race Holstein, je ne vais pas dire qu'on s'en méfiait, mais elle n'avait pas convaincu l'ensemble des éleveurs qui préféraient les plus petites vaches que les grandes parce que, soi-disant, elles mangeaient moins, etc., etc. Et donc, pendant un certain nombre d'années, la race Holstein avait un peu de difficulté à supplanter la race Pinoir. C'était une race qui venait de Hollande et qui était de petite taille, qui manquait peut-être aussi de rusticité. Et donc le document qu'on a en race Holstein, en fait, il y avait une quinzaine de taureaux qu'on appelait Pinoir européen, donc de type hollandais, petit. Et puis, on avait 4 taureaux Primoolsten seulement, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus un seul taureau européen. Ce n'est que des taureaux de race Holstein qui viennent soit de France, soit de l'Europe, ou soit des États-Unis. Les Holstein étaient des vaches très grandes, très profondes, qui produisaient énormément de lait, mais qui étaient très minces, qui avaient très peu de muscles. Et je dirais que les éleveurs à l'époque considéraient qu'elles n'allaient pas tenir le choc longtemps, que c'était des vaches qui produisaient trop par rapport à ce qu'eux étaient capables de leur donner à manger, puisque c'est des vaches, je me souviens en 1975, j'étais dans le Rhône et j'ai vu pour la première fois une vache, c'était une Red Holstein, qui produisait 65 kg de lait dans la même journée. Donc on était tous ébahis. C'était évidemment au début de lactation, c'était une 3e ou une 4e lactation. Et on se disait jamais l'élevage français n'est capable de nourrir ce genre d'animaux. Puis en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que pour X raisons, une meilleure alimentation, peut-être les robots de traite, permettent d'avoir des moyennes de troupeaux qui dépassent 10 000 kilos par an. Donc c'est vrai qu'à l'époque, en 75,
races, par exemple, je crois que la moyenne devait être de 3005 ou 4000 kilos dans le département. Donc, vous voyez, on a fait un énorme progrès. Voilà, donc si je reviens à ce document, donc eh bien, il y avait, je prends de gauche à droite, il y avait le nom du taureau, par exemple France 79, je me souviens, c'est un taureau qui était très petit, qui avait un numéro Airbook, donc un numéro généalogique, comme nous, notre numéro d'INSEE. Après, le centre d'insémination d'entretien, c'était une manière de situer un peu là où était le taureau. Le nombre de génisses qui avaient été contrôlés après testage, c'est-à-dire des génisses qui avaient été conçus quand le taureau était très jeune et qui avaient vélé une première lactation. Et là, je vois France 79, 120 filles analysées en matière grasse et 84 analysées en matière azotée. Parce que toutes les vaches n'étaient pas à l'époque contrôlées en matière azotée. Matière azotée ou matière protéique, c'est similaire. Après, coefficient de détermination, ben, ça veut dire la fiabilité du chiffre, c'est-à-dire plus il y a de génisses qui participent au testage, comme là c'est 120, c'est beaucoup, eh bien plus le chiffre est élevé. On arrive jusqu'à un maximum 95 de coefficient de détermination. Pour qu'un taureau soit, je dirais, apte à être réutilisé, autorisé de réutiliser, il faut que le coefficient de détermination soit supérieur à 0,70, à 70. Voilà. Après ça, donc, il y avait les productions. Alors, c'était des productions brutes. En jour, lait, TB, matière grasse, taux azoté, matière azotée. Ça, la première ligne, c'était les productions brutes. Et puis en dessous, il y avait un index, c'est-à-dire, je dirais, on élimine tous les facteurs qui peuvent jouer sur la production laitière, c'est-à-dire l'alimentation, l'élevage proprement dit, les conditions d'élevage hygiénistes, donc élever dans de bonnes ou mauvaises conditions, ce qui fait que eh bien, les moyennes peuvent être basses ou hautes, essentiellement dues à une alimentation plus ou moins riche. Donc cette deuxième ligne, plus 1000, ben, ça veut dire que la France 79, il laisse des génisses qui, en moyenne, produisent plus de 560 kg de lait, c'est-à-dire moitié du chiffre indiqué, parce qu'on sait très bien que un mâle ne donne dans son produit que moitié de son potentiel, sachant que la femelle donne elle-même aussi moitié de son potentiel. Donc voilà, et puis en plus dans cet index-là, on verra plus tard qu'il y a un index des parents, des grands-parents, des sœurs qui rentrent en ligne de compte pour affiner cet index. Donc on est donc à plus 1000, donc c'est le meilleur laitier de l'année qui est réutilisé. Après ça, le TB, taux butireux, moins 0,8, ça veut dire qu'il va diminuer par rapport à une femelle inséminée, et théoriquement en moyenne, il va diminuer de 0,4 pour 1000 le taux butireux. Après le taux azoté, moins 1, ça veut dire qu'il va diminuer de presque 0,6 le taux de la mère par rapport à la génisse qui devrait naître. Voilà. Et après, conseil d'utilisation partout, c'est-à-dire que là, on tient compte du nombre de doses de semences disponibles à utiliser dans l'année. Donc là, on dit partout parce qu'il n'y a pas de limite de semences. Ça veut dire qu'à la limite, on pourrait inséminer 80% des vaches pinoires de l'époque avec ce taureau-là sans problème d'approvisionnement. Voilà, et ça, si vous voulez, ces taureaux sont classés dans cette feuille par ordre décroissant d'index, d'index lait. On va de plus 1000 à je vais jusqu'au bout, à moins 17, c'est-à-dire que c'est un taureau qui va diminuer ou disons en gros maintenir le potentiel laitier de la fille par rapport à sa mère. Voilà, donc je vous ai résumé rapidement les informations qui sont sur cette feuille qu'on utilisait à l'époque avec les contrôleurs laitiers, elle avait évidemment les inséminateurs et parfois des techniciens qui donnaient un appui dans les élevages peut-être un peu plus pointus.
Et quand on avait passé toutes les vaches en revue, eh bien, on était satisfait, et l'éleveur, je pense aussi. Non, c'est un taureau qui vient acheté en Hollande. France 79, son père, autant que je me souvienne, ça devait être Pan 50, enfin c'est un très grand taureau de Hollande. De la Frise, c'était même pas du Nord-Hollande, parce que la Frise, les taureaux étaient plus petits, mais ils laissaient, comment je dirais, des bêtes peut-être un peu plus régulières. Puis à l'époque, on aimait bien les petites vaches avec des bassins très plats, enfin, etc. Et donc ce taureau, c'était un taureau de Frise. Je vois le dernier taureau, Mozart, c'est un taureau allemand, hein, qui était de type, comment je vais dire, pinoir, mais avec beaucoup plus de muscles et beaucoup plus de puissance. Hein, c'est peut-être une raison pour laquelle il tenait que le lait, parce qu'à côté de ça, il améliorait très nettement la musculature, la puissance des pinoirs de l'époque. Oui. Alors le Nord-Hollande, c'était la partie haute de la Hollande, je parle au niveau géographique, qui avait sélectionné comment je dirais, la pinoire, la frisonne, d'une manière un peu différente de la Frise, hein, frisonne de la région de Frise, hein, il y a le Nord-Hollande et puis la Frise, avec je ne veux pas dire la capitale, peut-être que si, enfin du moins la capitale régionale, c'était le Varden. Et donc, le Nord-Hollande avait sélectionné la pinoire d'une manière un peu différente de la Frise. Et donc, et après ça, dans les années, je ne sais pas, 1950 ou quelque chose comme ça, les Américains et puis les Canadiens, je pense que les deux l'ont fait, ont été chercher des reproducteurs pinoirs, justement dans le Nord-Hollande, et dans une province qui s'appelait la province Holstein. Donc du coup, les pinoirs qui étaient, comment je dirais, achetés dans cette région-là, eh bien, a été appelée au Canada et aux États-Unis la Holstein. En fait, la Holstein, c'est le terme d'origine. Et donc, les Américains ont sélectionné et les Canadiens pinoirs, je dirais, nord-hollandaise, d'une manière très particulière, puisque ce qu'ils voulaient, c'était des très grandes vaches qui étaient capables de consommer énormément de produits fourragers grossiers, hein, notamment le maïs, et ils voulaient énormément de production sans trop tenir compte de la matière grasse, dans la mesure où, pour eux, ils avaient besoin surtout de lait de consommation plus que de fabriquer du beurre. Ce qui fait que ils ont sélectionné pendant X années toujours de la même façon. Hein, ils n'ont pas fait d'alternance avec autre chose. Ils ont mis Nord-Hollande, Holstein, si vous voulez, successivement, pour arriver à des vaches très développées. Je me souviens, il y a un éleveur des Vosges qui a acheté plusieurs vaches au Canada, et quand on avait vu les vaches, si vous voulez, elles étaient très grandes, à tel point qu'on se demandait si elles pouvaient rentrer dans certaines exploitations des Vosges, dans certaines étapes des Vosges. Donc elles étaient très très développées, avec une capacité phénoménale, et donc, si vous voulez, de là est née a été stabilisée cette race qu'on appelle race Holstein, et après elle a été exportée dans le monde entier. La France en a acheté énormément, et aujourd'hui elle est au même niveau, je dirais, au niveau des productions, au niveau du potentiel dans X domaines. Elle est au même niveau que les États-Unis, le Canada et d'autres pays européens qui ont appliqué la même démarche. Et puis le même leitmotiv, si vous avez aimé, le petit pouce bleu, le partage avec toutes les personnes qui peuvent être intéressées avec ce type de sujet. Et puis, si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous, parce que c'est le meilleur moyen d'entretenir un lien, de faire en sorte que vous soyez informés des sujets à venir. Merci, au revoir.